Et votre invité en direct sur Boursorama, c'est Elie Cohen. Bonjour Elie Cohen. Bonjour. Économiste, directeur de recherche au CNRS. On va passer en revue toute l'actualité économique du moment qui en grande partie se nourrit des programmes aussi, il faut bien le dire, hein, des candidats à la présidentielle. Mais on va parler aussi d'autres choses, de la politique industrielle de la France notamment. Ce dont on parle surtout en ce moment, c'est du programme de Marine Le Pen. Hein, son projet d'abandonner l'euro pour passer au franc, même si le franc, il n'en parle pas. Hein. Elle dit plus que ce serait un nouveau franc. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, estime que renoncer à l'euro alourdirait de 30 milliards d'euros par an le service de la dette. Sur quoi se base-t-il pour dire ça, selon vous ? Écoutez, il dit que c'est basé sur des travaux de la Banque de France qui ont essayé de voir quel serait l'impact d'un renchérissement du coût de la dette sur les marchés du fait de la sortie de l'euro et de la montée du risque lié à l'introduction de cette nouvelle monnaie, et il calcule... Parce que ça ferait monter les taux. Et ça fait monter les taux, exactement, et il calcule à 30 milliards ce surcoût. Mais je crois qu'il faut commencer par le commencement. Et il faut suivre le raisonnement de Marine Le Pen, parce que ce qui apparaissait comme une chimère totale il y a quelque temps commence à avoir un début de vraisemblance. Vous avez vu qu'à la fois la performance de Marine Le Pen a été saluée lors de son émission, vous avez vu qu'il y a eu des débuts de mouvement avec un écart des spreads de taux sur la dette française, et donc il faut prendre ça au sérieux. Alors regardons les arguments qui sont utilisés. Le premier argument qu'utilise Marine Le Pen est de dire que l'opération de redénomination, c'est-à-dire le passage de l'euro au franc, ne poserait pas de problème juridique, puisque la quasi-totalité de la dette française est libellée en euros, mais selon le droit français. Voilà. Alors effectivement, quand on regarde... Donc ça nous donne le droit finalement quand on regarde, de faire ce qu'on veut, effectivement, presque. Il y a ce droit à la redénomination. Mais problème tout de suite, il y a une partie de la dette qui comporte des clauses d'action collective, c'est-à-dire une partie de la dette nous obligera à négocier avec nos créanciers qui s'installeront en syndicat. Et donc, il faudra négocier avec eux. Ce n'est pas comme de décider individuellement de faire la redénomination sans excès de coûts. C'est les fameuses clauses d'action collective. Et puis surtout, les agences de notation ont déjà prévenu. Elles ont dit que si la France ne respectait pas ses engagements, et parmi ces engagements, il y a la nécessité de rembourser en euros, eh bien, ils considéreront que c'est un défaut. Et à partir du moment où c'est un défaut, eh bien, ça nous interdit d'accéder au marché financier. Donc on ne peut pas rembourser en francs une dette en euros? Ah si, on peut rembourser en francs. Simplement, on va avoir en face de nous des gens qui seront très mécontents, qui nous poursuivront devant les tribunaux, et il y aura des procédures. Et en tout cas, ils arrêteront de nous prêter. Marine Le Pen dit, très bien, il n'y a pas de problème. Nous aurons de nouveau la maîtrise de la Banque centrale, on aura de nouveau une Banque de France, et la Banque de France fera marcher la planche à billets. Le fameux financement direct du Trésor par la Banque de France, qui était supprimé depuis 1973, sera rétabli. Très bien, ok, c'est possible, mais nous savons que faire marcher la planche à billets, en fait, c'est un mécanisme inflationniste. Et donc ça veut dire qu'il y aura... Ce serait une hyperinflation? Alors, on ne sait pas comme l'Allemagne quand même dans les années 20. On ne sait pas, mais il y aura en tout cas un phénomène inflationniste majeur. Alors à ce moment-là, Marine Le Pen a dit non, il n'y aura pas d'inflation majeure. Pourquoi? Troisième argument, parce que nous serons fondamentalement raisonnables et nous ne demanderons à la Banque centrale que d'émettre à hauteur de 100 milliards d'euros. Enfin, là, ça ne tient plus du tout, parce que 100 milliards, c'est pas beaucoup. Ça correspond à son nouveau plan de financement. Quid du remboursement de la dette? On sait que, en gros, tous les ans, nous avons besoin de lever 200 milliards d'euros sur les marchés. Comment on fait pour les lever si les marchés ne sont pas accessibles? À ce moment-là, Marine Le Pen utilise un autre argument. Elle dit, mais vous savez, l'euro a déjà dévalué de 30% par rapport au dollar au cours des dernières années. Donc les Français ne s'en rendront même pas compte. Alors là, on ne comprend plus rien. Si on a déjà dévalué et que les Français ne s'en sont pas rendus compte, pourquoi sortir de l'euro? Et à ce moment-là, pour retrouver effectivement la souveraineté de l'émission de notre devise par la Banque de France. Mais non, parce qu'on va buter sur les marchés financiers qui ne nous prêteront plus, ou si on arrive à emprunter, ça sera des taux beaucoup plus élevés, et de toute manière avec une inflation plus forte. Dites-moi, la planche à billets, la BCE le fait, ça? Absolument. Quelle serait la différence alors? Ah mais c'est la BCE, c'est-à-dire c'est la Banque européenne qui régit un espace qui est l'ensemble de l'eurozone, dans laquelle il y a des situations nettement positives avec les doubles excédents allemands qui font que globalement,
la situation de la zone euro est une situation saine, puisque vous savez que nous sommes en excédent. Saine avec des déséquilibres quand même. Hein. Oui, mais globalement, si vous regardez la zone euro, Ouais. on est en excédent de balance courante. Mais pourquoi critiquer la planche à billets version Marine Le Pen alors que la BCE le fait? Mais justement, c'est l'argument de Villeroy de Galhau. Villeroy de Galhau explique qu'en fait, en ayant cette base européenne large, nous sommes relativement protégés et nous sommes supervisés par une autorité qui tient compte de la force globale de la zone euro, dans laquelle il y a la force de l'Allemagne, des pays nordiques, etc. Alors que si nous sommes rendus à nous-mêmes, nous devrons composer avec nos propres faiblesses. Il ne vous a pas échappé que le franc n'était pas très populaire quand il existait, que nous dévaluions périodiquement, Absolument. qu'on avait des problèmes On était systématiques attaqués. de compétitivité et que les Français n'étaient pas très attachés au franc. Ce qui est très frappant, c'est que les Français sont Ils le sont très peut-être plus attachés. maintenant là. Non, Non pas du tout. Les Français, tous les sondages le montrent, sont très attachés à l'euro. Et ça, c'est une singularité. Les Français n'avaient pas l'amour du franc. Par contre, ils sont très attachés à l'euro. Ah oui. Et donc, on voit bien que cette opération qui est présentée sous des dehors assez badins, en fait, serait fondamentalement disruptive, sans compter que s'il y a le Frexit, si on fait l'hypothèse d'un Frexit, en fait, je ne vois pas comment la zone euro tiendrait, car je ne vois pas comment l'Italie ne serait pas conduite dans les mois qui suivent à sortir, et je ne vois pas comment l'Allemagne pourrait continuer à estimer que ça vaut la peine de Peut-être que maintenir. d'ici là, on aura la Grèce aussi. Hein. Voilà. La Grèce qui risque de faire son grand retour. Voilà. Donc, si vous voulez, sous des dehors de raison et d'argumentation, avec des éléments qui ne sont pas inexacts, comme la possibilité de redénomination qui nous est donnée par la Lex Monetae, en fait, il y a l'ouverture sur des perspectives particulièrement inquiétantes. Et ce qui est terrible, c'est que près de 40% des Français sont prêts à suivre ce raisonnement, puisqu'il y a les 25% de Marine Le Pen, Ouais, mais il y a c'est aussi les intention de 15% de Mélenchon. D'accord. Bah, lui, il dit ça aussi? Non. Ah bah lui aussi, il Ouais, est partisan ouais. d'une sortie de l'euro. Bah, ça oui. ressort moins dans son discours. Les modalités. Ah oui, mais parce qu'il n'est pas allé aussi loin D'accord. dans les détails, mais au fond, il est pour remettre en cause ces contraintes européennes qui nous bâillonnent et nous ligotent. Peut-être qu'il n'a pas de programme comme Macron. Alors Macron, on dit qu'il n'a pas de programme. Alors lui, ce qu'il veut, c'est réformer la sécurité sociale. On a beaucoup attaqué Oui. Fillon sur il veut détruire la sécurité sociale. Mais lui, ce qu'il veut faire quand même, Emmanuel Macron, c'est assez fort. Déjà, Oui, alors il a démarré sur une idée très originale. plus de cotisations sociales sur les salaires. Bon, tout le monde peut dire c'est génial, mais Sur le ça chômage, va- vous voulez dire? oui, sur le. Oui. Oui, enfin, plus de prélèvements sociaux Oui. sur les salaires, remplacés par autre chose, par la Ah hausse non, de la non, CSG, non, il y a plusieurs choses. Ouais. Bon, l'acte marquant chez Macron, c'est de dire, dans le monde qui vient, la nature de l'activité va fondamentalement changer et les organisations par statut, salariés d'un côté, profession libérale de l'autre, auto-entrepreneurs, Dépendants, voilà. etc. Tout ça, toutes ces barrières vont tomber. Et donc, il faut penser une sécurité sociale, non pas du travail, mais une sécurité sociale de l'activité. Et pour réfléchir sur cette sécurité sociale de l'activité, il a commencé par faire une proposition, c'est de changer le système actuel d'indemnisation du chômage pour sortir d'une logique paritaire salariale et pour aller vers une logique d'activité. L'idée, c'est que non seulement les salariés, lorsqu'ils sont au chômage, auront droit à indemnisation, mais tous les 5 ans, des salariés pourront décider, par exemple, de cesser leur activité pour entreprendre quelque chose, et à ce moment-là, ils auront une couverture chômage, mais aussi les entrepreneurs lorsqu'ils n'ont plus d'activité, mais également les artisans, etc. Donc Et on donc, pourra démissionner Voilà. de son salaire et toucher quand même des indemnités. voilà, exactement. Et un auto-entrepreneur peut perdre son activité et il aura droit à une couverture chômage. Alors, comment faire? Alors, il n'est pas rentré encore dans les détails, on attend le programme, mais 2 mars. l'idée... Mais on aura peut-être l'idée- l'économie avant, hein, je crois, le 20 D'accord. février. Enfin, l'idée essentielle, c'est qu'il y aura un prélèvement supplémentaire sur la CSG qui viendra compléter le financement qui existe actuellement. Et comme ça, on aura une nouvelle indemnisation du chômage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, il se découvre pour ce qui est du chômage, mais on peut se demander, je n'en sais rien, hein, on va voir ce qu'il va dire, si on ne peut pas imaginer les mêmes méthodes pour la santé, la retraite et pour les différents risques sociaux. Est-ce que au fond, la sécurité sociale dont on a hérité depuis 1945 est bien adaptée au monde qui vient. Je dirais qu'il a décliné un aspect pour le moment. On attend les autres aspects parce que on peut dire que même en matière de retraite, le contrat entre les générations est plus ou moins assuré. Vous évoquiez le sujet tout à l'heure. Et donc, on pourrait imaginer là aussi un autre type de financement pour la part solidarité des retraites. Donc ce serait la vraie réforme de la sécurité sociale, ce Alors, qu'aucun autre candidat ne propose. ce qu'il appelle la sécurité sociale professionnelle. Ouais.
Et c'était dans, je ne sais pas, ces dernières années, aucun homme politique ne proposait ça. Ça, parmi non, les c'est très candidats. novateur. C'est novateur. Ça, c'est très novateur. Ouais. Parce qu'on dit souvent d'Emmanuel Macron, voilà, il fait du jeune avec du vieux, enfin du neuf non, avec ça, du c'est pas vieux. vrai. Ça, c'est une idée Ouais. vraiment nouvelle, Ouais. parce qu'elle est ancrée dans une réflexion sur la transformation du monde du travail. Et on attend, bien entendu, les autres propositions pour voir si elles sont nourries à cette aune-là. Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie, avait une idée assez précise de l'État actionnaire. Hein. On l'a vu avec Florange dans le capital de Renault. Bon, il y a eu la vente aussi d'Alstom à GE. Là, il y a un dossier qui retient quand même notre attention dans l'actualité, c'est le dossier STX France. Et il y a un blocage. Il devait y avoir une réunion aujourd'hui entre les Italiens de Fincantieri et donc la partie française, le gouvernement français. Eh bien, ils boycottent les Italiens. Pourquoi? Alors, l'explication est très simple. Nous avons les fameux chantiers navals de Saint-Nazaire qui font des bateaux de croisière. Il y a une technologie bien maîtrisée. Il y a un carnet de commandes pour les 10 prochaines années. Or, cette entreprise, son problème, c'est qu'elle a une très faible rentabilité. Et donc, les différents actionnaires majoritaires de cette entreprise s'en séparent à peu près tous les 3 ou 4 ans. Voilà, c'est pas en difficulté, mais ça ne gagne pas assez. Ça gagne pas assez. Vous me disiez en préparant cette émission 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, voilà. Au départ, ça appartenait au chantier de l'Atlantique. Les chantiers de l'Atlantique appartenaient au groupe Alstom. Ça a été cédé d'abord à Aker Yards, qui était un groupe finlandais norvégien. Puis Aker Yards, au bout de quelques années, a cédé au groupe coréen STX. Et là, le groupe coréen STX estime que toute cette activité ne vaut pas la peine et il s'en sépare. Et donc, c'est l'Italien Fincantieri qui, à la barre d'un tribunal en Corée, a pris l'option de rachat de 66% du capital de la société STX France, dont l'autre actionnaire est l'État français. D'accord. Jusque-là, très bien. Jusqu'à présent, très bien. Mais l'État français dit « Ah, j'aimerais bien avoir plus que mon mot à dire dans la nouvelle structure. Pourquoi Fincantieri n'accepterait pas de participer à ce qu'on appellerait un Airbus ?» du paquebot, voilà, du naval, dans lequel il aurait, disons, à peu près 40%, nous 33%, et puis on ferait rentrer d'autres actionnaires. Et, on pense à DCNS, qui est notre chantier naval militaire, et on pense également aux grands croisiéristes. L'idée étant d'impliquer les grands croisiéristes dans la gestion de l'entreprise, peut-être pour un peu améliorer les marges, mais à mon avis, ça c'est une idée absolument saugrenue. Pourquoi l'État actionnaire il tient tant à ça? Eh ben, pour la raison très simple, c'est qu'il a peur que le nouvel actionnaire, Fincantieri aujourd'hui, comme STX hier, comme Aker Yards hier, prenne la technologie et délocalise l'activité. Il avancerait masqué, Fincantieri? C'est ce que craint le gouvernement. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit un risque réel. L'intérêt de Fincantieri, c'est de disposer d'un outil industriel qui marche, qui est performant, éventuellement d'améliorer la rentabilité, éventuellement d'accroître les marchés. Mais je ne vois pas pour ce qui justifie cette parano française. Mais en tout cas, la protection de Saint-Nazaire fait que le gouvernement intervient avec sa lourde main et crée un contentieux avec l'Italie dans un contexte qui n'est pas bien choisi parce que, comme vous le savez, les entreprises françaises, elles font leurs emplettes couramment en Italie. Et ça crée quelques humeurs piquantes en Italie. On l'a vu avec Luxottica. Absolument. Essilor Luxottica. Ça illustre un petit peu les errements de l'État actionnaire. Oui, il ne vous a pas échappé qu'au cours des dernières semaines. On voit que le portefeuille quand même de participation rapporte très peu. Voilà, on a eu 2 rapports. Il y a eu Engie là, qui a été vendu à vil prix. Absolument. On vient d'avoir 2 rapports qui sont sortis sur l'État actionnaire. Un rapport qui a été fait par la Cour des comptes, qui est très sévère sur la manière dont est géré ce secteur public et notamment sur le fait qu'au cours des dernières années, la rentabilité du secteur public a été très inférieure à la rentabilité du CAC 40 à cause d'une concentration dans le secteur énergétique des transports et à cause de pertes importantes et dans le secteur énergétique et dans le secteur des transports. Et puis il y a eu aussi, plus intéressant encore, ce rapport de l'Institut Montaigne qui a été fait par David Azema, qui était l'ancien patron de l'APE. Et lui, alors, il dit que État actionnaire, c'est un oxymore. C'est-à-dire, il est impossible. C'est inconciliable. Voilà, c'est inconciliable. Et il dit qu'il y a une opposition pourtant, quasiment il dirigeait l'APE, ontologique. Exactement. De l'État. Et il développe tous les cas de conflit d'intérêts, tous les cas où en fait l'État prend le pire des deux mondes, à la fois le pire de la bureaucratie étatique d'un côté
et le pire de la logique de marché de l'autre avec une corporate governance qui n'est pas véritablement efficace et où il fait des propositions radicales. En gros, il dit il faut se séparer de l'essentiel et s'il y a une entreprise ou un secteur dont on ne veut pas se séparer, alors il faut le sortir de la bourse, le transformer en agence et que l'État le contrôle à 100%. Il pense par exemple au réseau de la SNCF ou au réseau de la RATP. D'accord. Et à l'énergie aussi peut-être, voilà. Qui est en difficulté. Exactement. Tiens, justement, et on va finir là-dessus. Vous, président de la République, vous privatisez tout ce qui n'est pas nécessaire? Non, pour une raison très simple, parce que l'opinion publique est devenue très très sensible. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que l'État, quand il intervient dans le capital d'une entreprise, c'est souvent soit parce qu'elle est en difficulté, et même Obama est intervenu quand l'automobile était en difficulté, soit parce qu'il y a un risque de prise de contrôle par un investisseur étranger dont on ne connaît pas bien les intentions. Je pense notamment à des investisseurs chinois. Et par exemple, la solution qui a été trouvée dans PSA, où on essaye d'équilibrer la participation chinoise par une participation publique provisoire, eh bien en fait, ça explique que la nationalisation n'est plus du tout idéologique, ça devient une nationalisation provisoire qui est purement tactique et qui est purement opportuniste. Donc, on ne vend pas les bijoux de famille, mais on ne les brade pas non plus. En fait, on les vend au fil de l'eau. Au fil de l'eau, très bien. Merci beaucoup, Élie Cohen, d'avoir été avec nous, économiste et directeur de recherche au CNRS. Au revoir.